Voilà. On les retresse après. Et on peut continuer à travailler. On a déjà d'ailleurs des descriptions. Dans la guerre de Gaulle, il y a un moment où il y a une description où on parle des selles qui sont en train de redresser leurs épées. Parce qu'ils étaient complètement tordus. Alors c'est une arme fragile, mais quand même efficace. Parce qu'on peut développer une très très grande vitesse avec. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? À partir de cette arme-là, voilà, comme je vous dis, on a cru que c'était l'arme principale, mais non, c'était l'arme tertiaire. La troisième arme qu'on utilisait, qu'on n'avait plus autre chose à faire. On sortait l'épée. Il faut savoir aussi que l'épée se portait à droite ou à gauche. Se portait à gauche surtout quand on était avec un bouclier. Pourquoi? Comme je vous dis, c'était l'arme, on sortait en plein combat. Il fallait rester protégé. Si je mets l'épée sur la droite et je dois le sortir là maintenant, je suis obligé de sortir, d'ouvrir ma protection pour sortir l'épée. Si je l'ai ici, j'arrive à le sortir et je peux tout de suite attaquer sans le découvrir. Ça, c'est une des raisons pourquoi ça se portait à droite avec le bouclier, à cheval souvent à gauche, parce qu'à la droite on tenait la lance et on avait besoin plus de liberté avec la main. S'il y avait l'épée ici, ça pouvait gêner. Alors on le portait à gauche. La longueur de la lame correspond à la taille du guerrier. Ce qui veut dire la lame a la longueur du bras. Ce qui nous fait dire aujourd'hui que les Celtes avaient à peu près la même taille que nous. Alors par exemple, cette épée-là est tout vide, l'autre épée qui est où? Au Weserschwab, c'est ça? À Vienne. Ce qui veut dire, là, c'est ma taille. Le guerrier pour qui la lame était faite était à peu près à ma taille. Et pourquoi? Longueur des bras, parce qu'on le portait ici, il fallait le sortir. Si la lame était plus longue que mon bras, je n'arrivais pas à le sortir. J'aurais été obligé de faire ça. Pour pouvoir le sortir directement, il y a une longueur précise. Et ça, c'est la longueur du bras. C'est plus tard, en changeant l'épée sur l'autre côté, je peux le prolonger. Vous voyez? Là, j'ai encore quelques centimètres. Je peux le faire plus long. On trouve ça au 15e siècle. On a des rapières qui font mètre 20 parfois. Parce qu'ils ont porté sur l'autre côté. On les porte un petit peu derrière. Et du coup, j'arrive à... une lame mètre 20, j'arrive à sortir encore. Cette lame a 80 cm, 90 cm à peu près, entre les deux. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de cette forme? C'est certainement une arme qui a besoin de plus de place. C'est une arme qui travaille les tailles, avec des tranchants, ça veut dire que nous avons besoin de place. On ne peut pas travailler en rang serré comme les Romains. D'ailleurs, les Romains, ils ont un épée, le glaive, qui a 60 cm, qui a 30 cm au moins, puisqu'ils ont rang serré, travaillent surtout en estoc, dans des coups du haut en bas, mais le partenaire, en fait, le compagnon, il est à 5 cm de mon épaule. Alors, je n'ai pas de place pour sortir. Avec cette épée-là, je dois avoir la place, ce qui veut dire, on a certainement une technique de combat qui cherche l'adversaire, et qui cherche d'isoler un adversaire, et de faire un combat singulier. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore là-dessus? Comme je vous dis, la lame, elle exclut toute parade, comme on fait aujourd'hui. Indice pour cette théorie, c'est aussi qu'il n'y a aucune protection de la main. Si je vais à l'encontre d'un autre arme pour me protéger, pour faire une parade comme on fait aujourd'hui, alors un escrime en opposition, j'ai besoin d'une protection de la main. Et ça arrive au milieu du Moyen-Âge, avec la garde qui devient très 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 large, où on commence à intercepter une lame sur son chemin, ou plus tard, au 15e, où on crée des paniers qui protègent la main, et les Italiens qui vont créer l'escrime en opposition. Vraiment, ils vont à l'encontre de l'âme qui arrive. Mais pour ça, ils protègent la main, parce qu'elle est exposée ensemble.
Cette arme-là, la main n'est pas protégée, ce qui veut dire c'est une arme offensive, c'est une arme qui frappe, qui ne sert pas à se protéger. Il y a des questions là-dessus, vite fait, avant que je continue. Moi j'ai une question. Oui. Si alors au moindre choc, la lame se brise, ça veut dire que le combat il dure 2 secondes. En tout cas, le combat est court. Ah bon, bon. En tout cas, un combat est court, ça c'est clair. C'est qu'au cinéma, au théâtre, où ça dure 2 minutes, parce que si on fait un combat réel au spectacle, tout le monde va dire ils nous volent notre argent là. Hein. Les gens vont quand même voir quelque chose. Non, un combat c'est relativement court. Le premier qui fait une erreur, il est foutu, c'est clair. Hein. Et vous allez voir là, quand on va faire des petites démonstrations, c'est pas des démonstrations en fait, c'est des... comment on appelle ça à la boxe? Sparring. Il me manque le mot là. Des sparring, oui, exact. C'est des sparring en fait. Hein. Et vous allez voir, il y a un qui recule, en fait il a déjà perdu. On est dans un escrime offensif, dans un escrime. Faut prendre des précautions d'utiliser ce mot-là. En tout cas, on va dire c'est un combat offensif. C'est aussi un combat qui va essayer de dominer l'adversaire, de prendre l'initiative et de la garder, la préserver jusqu'au bout, et le combat va s'arrêter quand l'autre est par terre. À partir de ces quelques réflexions, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire avec cette épée-là, et pour le travail, nous nous sommes imaginés, ou moi je me suis imaginé quelques positions de combat, comme on fait aujourd'hui au esprit moderne, des positions qui me permet d'être en garde, d'être protégé d'une certaine façon et d'avoir aussi la possibilité d'attaquer. Déjà, il faut savoir aussi que le guerrier celte, il n'est pas payé, comme aujourd'hui les escrimeurs, parce qu'il n'a pas besoin, parce qu'il a besoin de dominer l'autre. Ça veut dire, on a une technique de combat qui est haut sur patte. Alors on va dire la première position la plus facile, je mets mon épée derrière. Là, je suis bien protégé par mon bouclier et j'ai l'épée déjà près de l'action. Ce qui veut dire, il va me faire une ouverture, petit pom. Là, je vais lui fondre la pastèque. Directement. Hein. Ça sort directement en plus, j'ai beaucoup de force derrière, beaucoup d'élan derrière, ça rentre. Et pour moi, c'est la position la plus facile à tenir et la position la plus facile à prendre pour démarrer une attaque. On va changer de position. Passer à la deuxième. La deuxième ici. La deuxième ici, il va avancer sur cette... Il va me mettre son bouclier vraiment en protection. Même s'il le met bien en protection, ça me donne un coup, la possibilité directement de faire un coup dans l'ouverture de son bouclier. À partir de là, le coup que je donne, il va rentrer, il va toucher sur le côté non protégé. S'il est petit comme moi. Regardez aussi les gauchers. Quatrième position, c'est juste au-dessus de la tête, bien au-dessus de la tête, parce que ça me permet, même s'il lève son bouclier, de passer bien par-dessus et de frapper sur la tête. Et la quatrième et dernière position qu'on a pour l'instant, on va changer encore une fois pour qu'on le voit bien, c'est l'épée derrière. Bien derrière, on va se dire pourquoi derrière, et ça menace rien, ça ne peut rien faire. Or, ici on va en contact, vous voyez, avec le contre-tranchant, parce que j'ai une arme à 2 tranchants, il ne faut pas l'oublier. J'ai une arme à 2 tranchants, j'utilise le deuxième tranchant qui va lui donner un super balafre dans le nuque, il va lui ouvrir tout là derrière. Hein. Alors c'est à partir de ces positions-là, on va en contact, et je passe derrière, et je donne un coup de lapin, je vais lui couper les oreilles là derrière. Voilà.